Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à Canva. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel donc de l'outil Canva, qui est un outil de graphisme, un outil de design pour créer des supports de tout type, qu'ils soient à imprimer ou qu'ils soient digitaux. Voilà, des posts sur les réseaux sociaux, mais aussi un flyer, une affiche. C'est un outil sur lequel on a beaucoup de questions et qui peut être très utile, mais parfois peut-être un petit peu complexe à prendre en main. Ou en tout cas, il y a énormément de fonctionnalités et on peut vite se retrouver perdu. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de dérouler de façon purement pratico-pratique les fonctionnalités principales. Il y en a des basiques, il y en a des plus avancées, afin que vous puissiez ensuite prendre plus facilement en main cet outil qui vous sera certainement utile à partir du moment où vous avez besoin de communiquer et donc de créer des supports pour communiquer. Volontairement, je ne vais pas parler de tout. Je vais passer certaines fonctionnalités, certains réglages, parce qu'il y en a énormément et que tout ne sera pas utile. Je vous invite, si ça vous intéresse, à creuser un petit peu par vous-même par la suite. Et notez aussi que Canva est un outil très utilisé et que vous trouverez toutes les réponses à vos questions, si elles ne sont pas dans cette vidéo, sur Google, sur un blog, sur peut-être d'autres vidéos YouTube. Alors avant de commencer, sachez que Canva est un outil gratuit qui a aussi des forfaits payants. Et le forfait payant offre plus de fonctionnalités que le forfait gratuit. On peut différencier, identifier les fonctionnalités payantes, puisque ce sont celles qui ont une petite couronne ici sur cet accueil, mais ce sera aussi le cas sur l'espace de travail lorsqu'on créera des designs plus tard. Lorsqu'il y a une petite couronne, c'est parce que c'est réservé au forfait payant. Donc la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que je reste sur le forfait gratuit ou le forfait payant? Vous avez tout le détail ici, abonnement tarif, comparer les prix. Ça vient vous expliquer les différences entre effectivement la version gratuite, le Canva Pro, qui est normalement suffisant si vous travaillez seul ou si c'est pour votre usage personnel, ou même si vous êtes 2, voire 3, et puis le Canva en équipe qui est un peu plus développé. Pour moi, les grandes différences en Canva Pro, ça va d'abord être le nombre d'images, d'éléments, de modèles disponibles. On le verra, mais Canva a énormément de contenu dans sa version pro, c'est beaucoup plus limité dans sa version gratuite. C'est aussi en termes de fonctionnalités, notamment pour modifier les images. Par exemple, on verra que sur Canva Pro, on peut directement retirer le fond d'une image, et ça le fait très bien, ce qu'on ne peut pas faire dans la version gratuite. Il faut passer par un autre outil sur Internet et c'est pas toujours aussi propre. Et peut-être aussi une question de stockage. Canva Pro offre plus de stockage, donc si vous faites énormément de contenu, ça peut être intéressant aussi sur le long terme. Il y a plein d'autres avantages, on aura l'occasion d'en reparler dans le tutoriel. Je retourne sur l'accueil. Et si maintenant on s'intéresse à cette page d'accueil avant de passer à la création de design, une page d'accueil qui est assez chargée, il y a énormément déjà d'éléments. Alors ce menu-ci là-haut, on va pas forcément en parler, c'est essentiellement de l'information ou des choses qu'on peut accéder différemment. Par contre, ce qui peut déjà vous intéresser, c'est les paramètres de votre compte qui sont accessibles ici ou ici, ça revient même si vous cliquez là, paramètres du compte. C'est là où vous allez pouvoir changer votre nom, la photo de profil, votre adresse email peut-être. Vous pouvez aussi changer potentiellement le thème de votre espace Canva, c'est-à-dire qu'on est là, on est en thème clair, tout est blanc, on peut passer en thème sombre, tout est noir. Voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse creuser un petit peu. Il n'y a pas de fonctionnalité particulière, c'est un petit peu les paramètres de compte comme sur n'importe quel outil. Et vous avez aussi un espace ici notification. Lorsque vous travaillez à plusieurs, si quelqu'un laisse un commentaire sur votre design, vous le recevez ici normalement aussi par mail. Créer un design, on en reparle juste après. Et ensuite, vous avez surtout le menu de gauche. Alors ce menu de gauche, là aussi, il y a pas mal de choses. L'accueil, on y est. Le studio magique, on n'en parle pas pour l'instant, c'est lié à l'intelligence artificielle. Projet, c'est là où, comme son nom l'indique, sont rangés tous vos projets. Et alors ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez ranger vos projets par dossier. Lorsque vous avez beaucoup de projets ou lorsque vous travaillez sur un projet avec différents designs pour un même projet, vous pouvez tout regrouper pour avoir tout au même endroit, puisque vous avez ici un onglet dossier. Et vous pouvez en créer de nouveaux, ajouter de nouveaux éléments, les ordonner, les renommer et retrouver ainsi tous vos designs plus facilement. Si je mets design, ils sont complètement désordonnés. Si je mets images, toutes les images que j'ai pu télécharger sur mon espace. On verra comment faire ça juste après. Je retourne en arrière. Modèles, ce sont tous les modèles que va vous proposer Canva pour différents types de supports. Présentation, des posts pour les réseaux sociaux. À chaque fois, vous avez le type de support en bas. On en reparle juste après. Je préfère passer par ce bouton-ci. On retourne en arrière. Alors l'onglet marque, il est intéressant, il est en version pro uniquement, mais ça vous permet d'enregistrer les éléments graphiques de votre marque pour ne pas avoir à les rechercher à chaque fois. C'est-à-dire que vous pouvez lui donner
les couleurs de votre marque. On parle donc d'identité visuelle, puisque l'idée quand vous créez des supports, si vous représentez votre marque, votre activité, c'est qu'ils soient harmonieux entre eux et qu'il y ait une continuité, qu'on ne change pas de couleur à chaque fois, etc. Donc vous pouvez intégrer vos logos, vous pouvez choisir vos couleurs, on verra qu'elles seront ainsi toujours disponibles dans l'espace de création. Et puis vous pouvez aussi choisir vos polices et potentiellement en intégrer de nouvelles, donc en télécharger de nouvelles. Canva a un certain nombre de polices, il y en a pas mal, mais il est possible qu'il n'y ait pas la police que vous souhaitiez utiliser. Vous pouvez la télécharger ici. Vous pouvez aussi mettre des photos, des illustrations, des icônes, tout ce que vous voulez. Et ce qui est intéressant aussi pour l'espace marque, alors Canva est un outil qui évolue très vite. Il est possible que à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, ça soit déjà un petit peu différent. Donc n'hésitez pas à fouiller, à creuser. Il n'y a pas de raison que ces réglages aient disparu. Par contre, il est possible qu'ils soient plus au même endroit. Ce qui est intéressant aussi, donc ça peut être le modèle de marque. Modèle de marque, c'est que c'est un peu des templates. Donc vous créez peut-être une mise en page particulière et vous pouvez ensuite la retrouver plus facilement pour ne pas avoir à recommencer de zéro. Si vous faites toujours un petit peu le même type de post sur les réseaux sociaux, pourquoi pas créer un modèle de marque que vous pourrez reprendre à chaque fois que vous souhaitez créer un nouveau post. Et puis, contrôle de la marque, c'est pas très intéressant, c'est surtout si vous travaillez à plusieurs pour avoir le contrôle de ce que peuvent faire les autres membres de l'équipe. Je retourne en arrière. Et puis appli, on n'en parlera pas non plus ici. C'est un onglet qui se trouve dans l'espace de travail et on en parlera plutôt à ce moment-là. Alors maintenant, si vous êtes là, c'est certainement pour créer quelque chose. Donc comment je crée quelque chose? Soit je choisis directement le type de support que je veux ici, le type de format, et en dessous, il me propose déjà des formats. Donc si je veux une présentation 16/9, je clique, je suis sur une présentation 16/9 vierge que je peux ensuite compléter. Si je veux plutôt un support pour les réseaux sociaux, je clique sur réseaux sociaux, publication Instagram, publication Facebook. Voilà, il me propose là aussi, selon les réseaux, différents formats. Ça, c'est hyper pratique parce qu'il faut savoir que selon le réseau sur lequel vous souhaitez publier votre image, votre post, le format ne sera pas le même. Donc, idéalement, faites bien votre design au bon format. Ne choisissez pas un format LinkedIn pour ensuite le publier sur Facebook ou Instagram. Alors parfois, la différence est minime, parfois ça se voit et ça fonctionne pas très bien. Donc veillez vraiment à utiliser le bon format. Et puis la façon la plus facile selon moi de choisir votre format, c'est juste d'appuyer sur créer un design ici et de mettre, par exemple, si je veux un format A4, parce que c'est une affiche A4, je tape A4 et vous voyez qu'il me propose plein de choses. Document A4 portrait, document A4 paysage. Si je veux plutôt faire un flyer A5, je tape A5 et là voilà, je peux choisir A5, il me propose même A3 et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Si jamais je clique sur A5, il va m'ouvrir dans un nouvel onglet un document vierge et là je peux commencer à créer et on est dans l'espace de travail Canva. Juste avant de terminer sur l'accueil, sachez aussi que lorsque vous revenez et que sur votre espace pour finir, pour retrouver un document, n'hésitez pas à mettre le titre de votre document ici et ensuite à pouvoir le retrouver dans vos projets. C'est-à-dire que moi, si je tape sur présentation peut-être, il me propose une présentation vierge, donc il me propose des modèles. Sinon, je vais dans mes projets. Et voilà, j'ai toutes les présentations que j'ai pu faire, moi, dans le cadre de mon activité. Et donc, je peux retrouver facilement mes designs ainsi, plutôt qu'aller dans projet et fouiller, notamment si j'ai pas de dossier, ça peut être très long. Donc, n'hésitez pas à bien nommer vos documents pour pouvoir les retrouver facilement en tapant simplement dans la barre de recherche. Donc nous voilà dans l'espace d'édition Canva. Première chose à faire lorsque vous créez votre document, comme je viens de le dire, nommez-le. Comme ça, au moins, vous pourrez le retrouver si vous quittez, si vous souhaitez y revenir. Et de façon générale, pour vous organiser, c'est beaucoup mieux. Donc là, on va faire tutoriel. Donc ça, c'est renommé. Et maintenant, intéressons-nous à toutes les possibilités qui se trouvent sur cet espace. Je vais me déplacer ici. Le menu principal, il est sur la gauche. C'est là où vous trouverez la majorité des réglages qui vont vous intéresser. Donc si on regarde sur la gauche, alors juste ici vous avez le menu pour retrouver le menu qu'on avait sur l'accueil à de gauche. Vous pouvez aussi retourner sur l'accueil en cliquant ici. Ces deux-là, on les verra juste après, il y a quelques fonctionnalités qui peuvent être intéressantes. Pour l'instant, si on s'intéresse à ce menu-ci, on a dans Design, en fait, il vous a ouvert les modèles correspondant au format que vous avez choisi. Donc là, moi, j'ai choisi un format A5, qui est l'équivalent d'un demi A4. Il me propose différents types de design qui pourraient correspondre à ce que je souhaite créer. Donc là, je peux regarder, s'il y en a un qui me plaît, je peux cliquer dessus, par exemple celui-ci. On voit d'ailleurs qu'il y a la petite couronne, donc c'est encore une fois un support uniquement pour la version pro, vous ne l'aurez pas si vous êtes en version gratuite. Si j'en choisis peut-être celui-ci qui est gratuit, je clique appliquer aux 2 pages. Et donc là, il m'a directement intégré sur 2 pages, il a créé une deuxième page tout seul, le modèle que j'ai choisi.
Et je peux ensuite, alors soit c'est exactement ce dont j'avais besoin, soit je peux le modifier. On verra comment modifier les éléments après. Mais je peux en tout cas, vous voyez, comme ça, intégrer plein de modèles différents. Je repars en arrière. Si finalement je me rends compte que c'est pas ce dont j'avais besoin, alors je peux continuer comme ça à chercher très longtemps. Je peux aussi donner des mots-clés. Si je veux un flyer pour Noël, c'est là bientôt la saison, je clique dessus, il me propose plein de choses. Et donc là aussi, je peux voir des choses qui m'intéressent. Alors, petit point d'attention sur les modèles, ça dépend de ce que vous souhaitez créer. Honnêtement, moi, je préfère partir de zéro, partir d'un modèle et m'en inspirer. Mais à partir du moment où vous souhaitez beaucoup modifier un modèle, il y a de grandes chances qu'il soit déjà trop complexe ou trop spécifique. Vous voyez, par exemple, celui-ci, je clique dessus. Alors, il me laisse le choix, soit je veux garder ce que j'ai en dessous, et donc je lui fais ajouter en tant que nouvelle page, il va me le mettre en dessous, soit je me dis je veux le remplacer parce que j'ai déjà, et donc je fais remplacer la page actuelle. Et il m'a supprimé la page qui était avant, ça j'en ai plus besoin, je clique sur la petite poubelle ici, il m'a donc remplacé la page par celle-ci. Donc vous voyez que c'est un design qui est assez complexe, et alors à moins d'avoir quelque chose qui correspond quasiment à ça, si vous souhaitez l'adapter avec vos informations, il y a de grandes chances que ça parte un peu dans tous les sens, à moins que vous maîtrisiez vraiment le graphisme. Et c'est pourquoi moi je vous invite plutôt à choisir, si vous faites un flyer pour votre activité par exemple, un modèle très simple, pas trop chargé, que vous pouvez venir compléter. Évitez de partir de choses trop complexes, à moins que ce soit exactement ce que vous souhaitez faire. Là bien sûr c'est complètement pertinent. Ce que je peux faire aussi quand je choisis un modèle, si on fait le dernier exercice une fois, on va changer, pas Noël, par exemple flyer bien-être, je clique dessus, il me propose plein de choses, encore une fois, alors je regarde un petit peu ce qui peut me plaire. Si je me dis que celui-ci est assez simple, programme d'une journée, peut-être là massage et spa, alors imaginons qu'on clique dessus, il me l'a remplacé. Je peux ensuite changer les couleurs. Alors on peut les changer manuellement, on verra ça juste après. Je peux aussi choisir le style du modèle. Si je clique dessus, vous voyez, de façon aléatoire, il me propose de nouvelles associations de couleurs. Donc je peux cliquer comme ça jusqu'à trouver quelque chose qui me convient. Souvent, comme c'est aléatoire, c'est pas toujours très intéressant. Je peux aussi retourner en arrière. Ici, onglet style. Et là, j'ai plein de couleurs possibles. Donc, je peux chercher quelque chose qui correspond plus à ce que je souhaite, des palettes de couleurs, par exemple. Je clique dessus, hop, il essaie de me l'adapter. Alors, selon le design, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. À vous ensuite de venir apporter les modifications nécessaires. Mais vous voyez que ça peut déjà donner des idées. Celui-ci est pas trop mal. Et on peut ensuite venir changer individuellement ce qui ne fonctionne pas. Toujours dans l'idée, je le répète, que si c'est des supports pour votre activité, je vous invite à choisir toujours les mêmes couleurs. Donc je repars en arrière. Alors là, vous voyez, on peut fermer le menu ici si on veut voir en plus grand ce qu'on est en train de faire. Si je retourne sur cet onglet, hop. Donc ça, c'est l'onglet Design. C'est pour trouver des modèles, être inspiré. Moi, je l'utilise plutôt comme ça. On peut chercher de l'inspiration, voir des expositions. Il y a des choses intéressantes. Sinon, je préfère partir de choses un peu plus simples. Deuxième onglet, qui est l'un des plus complets, ça va être l'onglet éléments. Alors l'onglet éléments, c'est là où vous allez pouvoir trouver des éléments graphiques. Typiquement sur ce design, c'est trait ici. Je vais zoomer un petit peu. Ces traits, c'est un élément graphique. Les tâches derrière alors ça, je vais dégrouper, on aura l'occasion d'en reparler. Mais les tâches, en fait, derrière le mot ici, hop, si j'arrive à l'attraper. Cette tâche, c'est un élément graphique. Finalement, une photo, c'est aussi un élément graphique. Le logo, c'est un élément graphique. Donc, c'est là que vous allez trouver tous ces éléments-ci. Comment? Eh bien, il vous propose déjà, lorsque vous entrez dans l'onglet, plusieurs types d'éléments graphiques. Ça va être ceux que j'ai utilisés moi dernièrement. Ça va être tout type de forme. Donc, si je clique dessus, je peux intégrer tout type de forme. Je vais vous montrer sur une page vierge. Ajouter une page. Par exemple, si je prends un rond, me voilà avec un rond que je peux ensuite venir agrandir comme je le veux. Alors soit si je prends la diagonale, ça conserve les proportions. Je peux aussi, pour être sûr, maintenir la touche Shift lorsque je tire ma forme. Si je vais plutôt sur le côté ou bas et haut, ça va la déformer. Donc ça dépend ce que vous souhaitez faire. Mais en tout cas, vous pouvez ainsi récupérer des formes. Et là, ce que je viens de faire, j'ai fait un CTRL-Z sur mon clavier. Donc en fait, je suis retournée en arrière. Vous pouvez aussi le faire avec les différentes flèches. Il y a énormément de raccourcis clavier sur Canva. CTRL-Z et ici pour rétablir, plutôt CTRL majuscule Z. Donc si vous souhaitez prendre un petit peu la main, ça va plus vite. Donc là, par exemple, j'ai un rond. Là, je peux avoir un triangle. J'ai aussi des lignes, par exemple une flèche. Et alors, si vous avez remarqué, à chaque fois que j'ai un élément, j'ai des choses qui se sont affichées ici.
c'est tous les réglages de cet élément en question. Alors selon l'élément, ils vont être différents parce qu'on ne peut pas modifier tous les éléments de la même façon. Là par exemple, on a une forme, si on a une flèche, il y a un peu moins de choses. On va s'intéresser à cette barre juste après, on va d'abord continuer notre onglet éléments pour voir ce qu'on peut trouver d'autre. On a des illustrations, donc encore une fois, c'est plutôt ce genre de choses là-haut. Illustrations, afficher tout. Alors les recommandations magiques, c'est l'intelligence artificielle qui, selon ce que vous avez déjà sur votre document, va vous proposer des choses similaires par rapport à ce qu'il a compris. À l'affiche, ce sont certainement des nouveaux éléments qui ont été mis dernièrement. Vous avez des stickers, vous avez des dégradés. Pour en avoir plus, vous pouvez toujours cliquer sur afficher tout. Vous avez ensuite des collections de différents types. Par exemple ici, croquis de fleurs, camping rustique. Et donc j'ai quelqu'un qui a créé en fait plein d'éléments type camping rustique et qui les a intégrés. Et je peux créer ensuite des créations, des designs à partir de là. Et même changer les couleurs. Ça, on le verra juste après. Bien sûr, souvent, vous savez un petit peu près ce que vous voulez chercher. Donc recherchez en fait directement avec des mots-clés le type d'illustration que vous souhaitez. Là, si je veux un lotus, imaginons, je peux cliquer sur lotus. Et il me propose plein de lotus différents. Alors, il y a différents tracés. Il y en a des qui sont colorés, il y en a qui sont juste noir et blanc. Là, ça va dépendre de ce que vous cherchez. À vous de fouiller un petit peu. Toujours d'essayer d'être harmonieux par rapport à ce que vous avez déjà sur votre contenu. Je clique dessus, il est intégré. Donc là, par exemple, on a un lotus. On peut avoir aussi celui-ci. Et là, vous voyez, par exemple, aussi, il y a des différences dans ces éléments. Parce que celui-ci, je ne peux pas changer les couleurs. C'est un élément qui est déjà coloré et qui est coloré de façon très illustration, très peinte. Celui-ci, c'est juste un trait. Et là-haut, je vais pouvoir changer la couleur ensuite. Lorsque vous cliquez sur un élément comme je viens de le faire, si cet élément vous plaît, il vous propose recommandation toujours magique, afficher tout, qui correspond souvent à d'autres illustrations du même genre pour compléter. Je clique dessus et là, j'en ai plein d'autres. Ça dépend de ce que vous avez choisi. Parfois, il n'y a pas grand-chose. Parfois, c'est pas très pertinent. Là, en fait, encore une fois, c'est quelqu'un qui a créé toute une banque de ce type d'illustration et donc je vais pouvoir les réutiliser à différents endroits. Vous voyez aussi que, encore une fois, beaucoup de ces éléments sont pros. C'est normal et c'est pourquoi, si vous souhaitez pouvoir bénéficier de tous ces supports, il va falloir plutôt la version pro de Canva. Donc je retourne en arrière, voilà un petit peu ce qui est intéressant à savoir ici. Vous pouvez aussi avoir des stickers, donc j'ai fait afficher tout. J'ai plein de stickers différents. Et en fait, comment vous pouvez définir ou trouver plus facilement? Vous avez un système de filtres. Vous avez aussi des photos, il y a un autre onglet un petit peu plus bas dédié aux photos, mais on peut les retrouver directement ici. Les vidéos. Vous avez aussi des graphiques. Donc si je clique dessus, je peux intégrer par exemple un diagramme à bâton. Hop, et là, il y a plein de possibilités. Là, je vous laisserai vraiment creuser si c'est quelque chose qui vous intéresse pour changer les noms des éléments, changer les chiffres, etc. Je quitte, je retourne en arrière. Ce qui est intéressant, par contre, ça va être souvent alors les tableaux, les cadres et les grilles. Parce que c'est des, comme son nom l'indique, des cadres dans lesquels vous allez pouvoir mettre des images. Quand il y a une sorte d'image comme ça de paysage derrière, ça veut dire que vous allez pouvoir, vous, ensuite, y glisser une photo. Si je fais l'exercice rapidement, je clique sur cadre. Je peux aussi afficher tout, toujours. Hein. Donc j'ai plein de cadres différents. Si je veux plutôt des cercles, je tape cercle. Il m'en propose plein de formes donc circulaires. Par exemple celui-ci qui est un petit peu plus irrégulier. Je peux ensuite mettre une photo dedans. Alors soit je vais dans éléments et on a vu qu'on peut retrouver les photos ici, afficher tout. Soit je vais dans l'onglet photo en bas. Si on va là, je trouve quelque chose qui me plaît parce qu'encore une fois, recommandation magique, il a compris que je parlais de massage. Soit je lui tape un mot-clé. Je peux prendre là le chat. Et je le mets dedans. Et vous voyez que directement, il est rentré dans le cadre. Je l'ai simplement fait glisser. Si jamais j'ai plus envie qu'il soit dedans, je fais clic droit, détacher l'image, et le voilà sorti. Et dès que je le passe devant un cadre, automatiquement, il me propose de le mettre dedans. Donc par exemple, si je me dis je veux pas cette photo-là, je la supprime, je veux plutôt celle-ci, je la veux là, et là j'ai mon cadre, je peux ensuite supprimer celui-ci parce que c'est pas ce que je veux utiliser, l'agrandir, le rétrécir, le déplacer comme je veux. Je peux aussi, en double-cliquant, changer la position de mon image à l'intérieur. Donc ça, c'est intéressant. Et vous voyez qu'il y a des réglages qui s'affichent à côté. Je peux la faire pivoter. Alors, on peut faire pas mal de choses. Alors, on n'est pas obligé de passer par là. Je peux simplement, sur tous mes éléments graphiques sur Canva, que ce soit là un cadre, c'est pareil pour les images ou pour les formes qu'on a vu juste avant, on a le petit icône. Je peux faire tourner mon élément. Ceci étant dit, moi, ce qui m'intéressait aussi dans cet onglet éléments, qui est donc le plus complet de ce tableau, de ce menu, c'est le système de filtre. C'est-à-dire que je peux demander le type de visuel que je souhaite. Si je remets Lotus, on reste sur un exemple très simple,
Bon, j'ai été obligée de me déplacer à cause du bruit de la pluie. Normalement, vous m'entendrez mieux maintenant. Je voulais juste dire que par rapport au choix des éléments graphiques, vous avez en fait ici une petite barre de paramétrage, enfin des barres de paramétrage. Vous cliquez dessus et vous avez des filtres. Je me remets là-haut. Ce qui veut dire que vous pouvez choisir, par exemple, l'orientation. Est-ce que je veux une image, un élément plutôt vertical, horizontal, format carré? Pour les éléments, c'est moins pertinent que pour les images. Mais par exemple, pour les éléments, je peux choisir si je veux un élément qui soit statique ou un élément qui soit animé. Si je clique sur statique, on va plutôt choisir illustration. Et vous voyez que là, j'ai que des illustrations simples qui ne bougent pas. Si par contre, cette fois-ci, je lui mets plutôt animé et je supprime le statique, là, j'ai des lotus qui sont animés. Donc je clique dessus et vous voyez que j'ai une animation. Donc c'est pas adapté pour les formats bien sûr imprimables, mais pour des formats type réseaux sociaux, pourquoi pas, ou présentation, ça peut être pertinent. J'ai d'autres filtres, je peux aussi choisir la couleur. Là c'est pareil, pour un élément graphique, c'est pas toujours pertinent parce que vous pouvez souvent les changer de couleur. Par contre, pour une photo, ça peut être utile si vous souhaitez une photo qui a certains tons de couleur. Si on reste toujours avec le lotus, là je suis dans illustration, cette fois-ci je peux plutôt des photos. Je clique. Alors il trouve rien parce que forcément j'ai laissé animer. Par contre, je vais plutôt lui mettre format vertical. Et puis, non, elle est plutôt format horizontal, c'est plus classique. Vous pouvez même lui dire hein, si vous souhaitez un contenu gratuit ou un contenu pro. Ça sert à rien qu'il vous propose des contenus pro si vous n'avez pas le forfait. Et je fais par exemple que je veux qu'il y ait une couleur bleue. Je clique dessus. Et vous voyez là, j'ai plein de lotus avec un fond bleu. Et je peux choisir ainsi toutes les couleurs qui me plaisent. Hein. C'est une couleur à la fois, mais là je peux plutôt choisir le rouge. Pour aller plus loin, je peux même lui donner la couleur que je veux qu'il trouve. C'est rarement exactement la même couleur, mais ça s'en rapproche. Donc ça peut vous aider à trouver des visuels qui correspondent à ce que vous essayez de construire. Hop, et là on est sur quelque chose de plutôt violet. Et donc ce système de filtre, vous l'avez pour tout type d'éléments. Je retourne là-dessus. Cette fois-ci, si je veux plutôt, on reste sur le chat, je tape chat. J'ai encore une fois, il me laisse des illustrations ou plutôt des photos ou plutôt même des vidéos. Je choisis ce que je veux. Si je veux des illustrations, afficher tout. J'ai encore une fois ces réglages qui sont ici. Si je veux plutôt quelque chose d'animé ou non. Autre filtre intéressant, plutôt pour les photos, je peux choisir ce qu'on appelle cut out. Vous voyez que là, j'ai un réglage cut out, oui ou non, donc cut out uniquement. Qu'est-ce qu'un cut out? C'est ça. C'est exactement ce type d'image, il n'y a pas de fond. Donc c'est quelque chose qui a été coupé finalement. Je vais supprimer ça. On n'a vraiment que l'élément graphique, en l'occurrence ici la photo. Là par exemple c'est pas un cutout parce que j'ai un fond. Et donc typiquement si je filtre et que je lui demande que des cutouts, oups, voilà, vous voyez que là j'ai effectivement que des images sans fond. Et donc vous pouvez plus facilement trouver des images qui correspondent ainsi à vos besoins. On verra cependant qu'avec la version Pro, vous pouvez supprimer le fond de beaucoup d'images. Ça ne fonctionne pas toujours aussi bien que des cutouts générés automatiquement. Donc ça peut être très pratique ce petit filtre. Ici, je ne veux que des cutouts. En tout cas, pour les chats, il y a beaucoup de réponses. Donc voilà un petit peu pour l'onglet éléments. Principalement, ce qui va vous intéresser, on l'a vu, ce sont les formes, ce sont les illustrations. Ça, on en reparlera vite fait, mais c'est pas pour l'instant très très pertinent. Stickers, les photos, même s'il y a un autre onglet plus bas, les vidéos, vous avez même des audios. Là, ça aussi, je vous laisserai un peu creuser, regarder tout ce qu'il est possible de faire. On peut y passer des heures. L'idée, c'est plutôt de trouver voilà, ce dont vous avez besoin pour des supports simples. Ça va être le cadre, ça va vraiment être ces premiers éléments ici. Onglet suivant, l'onglet qui, comme son nom l'indique, s'intéresse au texte. Comment j'ajoute du texte sur mon document? Eh bien dans cet onglet, simplement, je peux ajouter une zone de texte et donc il m'intègre un texte et ensuite je vais pouvoir changer les différents paramètres de ce texte. Hop, je quitte. Je peux aussi directement, parce que moi dans ma version pro, je lui ai donné différentes polices pour mes titres, mes sous-titres et mon corps de texte, donc le texte classique, choisir quel type de texte je veux intégrer. Si je clique un titre, moi j'ai ma police que j'ai choisie qui est overpass automatiquement. Ça me fait gagner du temps, j'ai pas à la rechercher dans toutes les polices possibles. Il me propose aussi des textes qui sont déjà faits. Donc des choses que j'ai pu utiliser, des choses qui ont été créées par d'autres personnes, combinaison de polices, et je peux regarder des choses qui m'intéressent. Vous voyez que c'est des polices très travailler, ça peut correspondre à ce que vous souhaitez faire, souvent pour des documents ou des présentations ou des flyers ou des documents de promotion simples, c'est pas hyper adapté. Ça peut vite faire très bariolé, donc attention aussi à ce qu'on peut vous proposer, essayez de rester sur des choses assez simples.
Quand j'ai mon texte, alors on va laisser là le texte, vous écrivez ce que vous voulez. On a, comme tout à l'heure, on n'a pas creusé tout à l'heure pour les éléments, on le fera après, mais en tout cas, on a cette barre là-haut qui s'ouvre avec plusieurs paramétrages. Ceux pour le texte qui vous intéresse le plus, ça va d'abord être la police. Donc ici, la police, c'est Overpass. Je clique dessus, il m'ouvre le panel de gauche avec plein de polices. Soit je sais déjà ce que je veux, et donc je peux lui taper le nom de la police que je cherche, soit je sais à peu près ce que je veux, plutôt en style, je tape un style où je trouve le style qui correspond un petit peu à ce qui m'intéresse, pinceau, imaginons. Et là, il me propose plein de polices différentes, et je peux tester jusqu'à trouver quelque chose qui me plaît ou qui correspond à ce que je cherche. Donc ça, c'est pour la police de façon très simple. Je peux aussi agrandir le texte, vous voyez, toujours en prenant la diagonale. Ainsi, je peux agrandir l'espace de texte, comme ça. Alors, simplement parce que ça peut arriver que vous copiez un texte et que votre texte passe sur 2 lignes et c'est pas ce que vous souhaitez. Si vous grossissez ici, vous voyez que ça reste sur 2 lignes. C'est juste que ça grandit, enfin ça grossit la taille du texte. Si vous souhaitez simplement qu'il passe sur une ligne, il faut plutôt étirer le cadre, en tout cas le conteneur du texte. Je peux aussi changer la taille d'une police directement ici. Donc je peux augmenter, je peux mettre un chiffre complètement beaucoup plus haut, alors il m'en propose 88 par exemple, et donc ça grossit mon texte. Je peux aussi changer la couleur du texte. Là c'est pareil, l'idée si vous n'êtes pas familier encore avec ce menu là-haut, c'est de toucher un petit peu à tout pour voir ce que ça fait. Couleur de texte, j'ai les couleurs du document, donc ce qui fait à chaque fois que je travaille sur un document, c'est qu'il identifie les différentes couleurs, donc là en fait c'est celles qui sont ici et celles qui sont ici, et il me les propose pour aller plus vite. J'ai mes couleurs de l'identité visuelle, d'où l'intérêt de remplir l'espace marque dans l'accueil, les couleurs des photos que j'ai utilisées, et les couleurs par défaut. Comme ça je peux aller plus vite, et puis bien sûr si je ne trouve pas la couleur que je veux ici, je fais ajouter une nouvelle couleur et je peux choisir la couleur que je souhaite. Je peux aussi, pour identifier la couleur, lui donner ce qu'on appelle le code Hex, H-E-X, avec le dièse. Ça peut être hyper utile si vous avez une identité visuelle. Normalement, pour que vos couleurs soient toujours les mêmes partout, vous allez utiliser ce code que vous allez mettre sur tous vos outils, sur votre Canva, mais aussi sur votre site internet, et comme ça vous êtes sûr d'avoir toujours les mêmes couleurs. Donc par exemple, on va rester là-dessus. Je trouve ça trop grand, hop, je peux faire plutôt comme ça, et je peux ensuite le déplacer comme je veux. Je peux aussi parfois mettre en gras, alors ça marche pas pour toutes les polices, là j'ai une police un peu particulière. Si je trouve par exemple une police beaucoup plus simple, police cool, imaginons, hop, celle-ci non plus, celle-ci non plus. Voilà, par exemple Simonetta, je peux la mettre en gras, donc je clique dessus, je la mets en gras. Je peux la mettre en italique, je peux la mettre avec enfin je peux la surligner, on peut toutes les surligner en général. Je peux aussi la barrer. Je peux faire plein de choses et puis je peux vraiment additionner tous ces réglages ou en laisser qu'un. Je peux aussi mettre tout en majuscule. Ça peut être pratique pour des titres. Plutôt que tout écrire en majuscule sur votre clavier, vous pouvez directement le faire ici. Je vais pouvoir justifier mon texte. Alors là, on ne se rend pas trop compte, mais par exemple, si je le mets à gauche, à droite, au centre, et le dernier que j'ai pas vu, là, c'est l'alignement justifié. C'est lorsque vous avez un texte plus long, ça fait un beau carré avec les mots qui arrivent aux 2 extrémités. Par exemple, si je vous copie-colle un texte, ce qui m'amène à vous parler du copier-coller. Sur Canva, vous pouvez copier-coller facilement tout type d'éléments, des images, des textes. Et l'idéal pour le faire, c'est de faire le raccourci clavier CTRL-C pour copier. Donc si je veux copier ça, je fais CTRL-C sur mon clavier. Et puis pour le coller, CTRL-V. Toujours sur mon clavier. Et vous voyez qu'il l'a collé directement. Parce que sinon, je peux faire copier. Et ici, si je fais coller, ça marche aussi. Et vous voyez que d'ailleurs, lui, directement, me propose le raccourci CTRL-C, CTRL-V. Je peux faire aussi dupliquer. Alors, quand on veut copier sur la même page ou sur le même document, ça revient en même. Mais quand on veut aller d'un document à l'autre, on fait plutôt copier. Comme ça, on peut aller le coller où on veut. Parce que dupliquer, il le copie-colle automatiquement juste à côté. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je peux ici modifier ce texte. Je vais le mettre plutôt en minuscule. Là, on est sur quelque chose de centré, c'est pas facile à lire. Je vais le mettre plutôt à gauche. Je vais le réduire pour qu'il puisse passer dans mon doc. Alors là, clairement, il y a énormément de texte. C'est vraiment juste pour l'exemple. Donc on a quelque chose qui ressemble un peu à ça. Italique, pas forcément. Je peux lui dire que je veux un autre type de police. Par exemple, Proxima Nova, pourquoi pas. Je peux aussi ensuite gérer l'alignement et l'espacement, l'interligne de mon texte. Ça peut être hyper utile quand le texte, comme ici, je trouve, est très condensé. Selon la taille de votre support, c'est pas toujours facile à lire. Ici, je peux augmenter l'interligne. En fait, effectivement, l'interligne était déjà baissée automatiquement. Mais vous voyez que je peux, comme ça,
élargir l'espace entre les lignes pour faciliter la lecture. Je peux aussi faire la même chose avec les lettres. Je peux élargir l'espace avec les lettres. Parfois, pour des titres ou pour un style particulier, ça peut fonctionner. Donc là, j'ai un petit peu la main là-dessus. Autre réglage possible, ce sont les effets. On va plutôt le faire sur un titre parce que sur un long texte, ça fonctionne pas toujours très très bien. Effets, si je clique dessus, il me propose plusieurs choses. Personnellement, c'est souvent des choses qui peuvent complexifier la lecture ou avoir un rendu un peu chargé. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie. Mais on peut mettre par exemple une ombre et on peut ensuite régler plein de choses sur cette ombre, la couleur. Donc voilà, là je vous laisserai aussi creuser si ça vous intéresse. Élévation, néon, pourquoi pas. Toujours on peut changer l'intensité. Glitch, on peut aussi changer un petit peu le style. Il y a toujours pas mal de réglages qui s'ouvrent. Celui qui peut être utile, c'est celui-ci qui met automatiquement un contour, enfin un fond derrière votre texte pour un titre ou pour améliorer la lisibilité. Si c'est un texte qui est sur une image, c'est intéressant. Je peux complètement l'avoir arrondi, je peux l'avoir droit, je peux avoir plus ou moins de marge intérieure, d'espace entre les bords, et je peux choisir un petit peu la transparence si je veux que ce soit plus ou moins visible. Et toujours bien sûr la couleur. Par exemple comme ça n'a aucun intérêt ici, plutôt bleu, voilà. Je peux aussi à chaque fois courber mon texte. Alors là c'est pareil, si vous faites ça sur un texte comme celui-ci, vous voyez que ça fonctionne pas, parce que c'est vraiment pas fait pour ça, c'est beaucoup trop large. En fait là il a fait je vais le réduire pour qu'on se rende compte, mais ça va être écrit en tout petit, il a en fait mis en rond mon texte. Donc c'est pour ça que ce genre d'effet ne fonctionne pas sur des textes longs. Par contre là-dessus, pourquoi pas, je l'arrondis. Je peux même supprimer ça si je me dis j'en ai pas besoin, aucun. Et ensuite je peux un petit peu avoir la main sur les réglages, sur la courbure de cet arrondi. Voilà, plus ou moins courbé. Pourquoi pas creuser aussi cette question, ça peut faire parfois des effets sympas. Je trouve que la courbure, ça peut marcher. Donc ça c'est pour l'onglet effets, et vous avez aussi un onglet animé. Donc là c'est plein de réglages qui existent pour les textes. On verra que pour les images et les éléments graphiques, on a des réglages très similaires, et on refera un petit peu le même chemin pour voir comment ça s'applique. Comme ça vous aurez aussi l'occasion de revoir ce menu en action. Si je clique sur animer, j'ai plusieurs possibilités d'animation. C'est surtout utile pour des présentations du type PowerPoint ou entreprise, ou lorsque vous faites une conférence en ligne ou ce genre de choses, et que c'est vous qui déroulez les différents éléments, ou même quand vous l'envoyez, il faut savoir que vous pouvez partager un lien Canva, on le verra ensuite, pour partager votre document. Vous pouvez l'exporter en PDF, vous avez un fichier sur votre ordinateur, mais vous pouvez aussi avoir un lien, donc ça reste en ligne, et si ça reste en ligne, ce genre d'animation est conservé, et quand la personne regarde votre lien, l'animation se passe. Donc là, par exemple, je peux faire un balayage. Je peux dire quand la slide entre, uniquement, quand la slide sort, ou les deux. Je peux mettre par exemple les deux, je peux choisir la vitesse, je peux choisir les côtés à laquelle elle arrive, etc. Et j'ai plein de types différents. Vous voyez, ce genre de choses. Et après, comment je fais pour voir le rendu? Je fais alors soit j'appuie sur play et lecture, soit je le mets ici en grand. Et donc là, il me déroule mes différentes slides. Alors le premier modèle que j'avais chargé, et puis cette slide-ci. Donc voilà un petit peu pour ça, et on a ensuite l'onglet position, l'onglet transparence, on les reverra juste après, plutôt pour les images. C'est aussi utile pour les textes, mais c'est plus facile à illustrer pour vous montrer sur des images. Donc voilà un petit peu pour cet onglet ici, texte. L'onglet marque, je ne m'attarderai pas dessus, ça correspond à ce qu'on a vu sur l'accueil, c'est la même chose, vos logos, vos couleurs, vos polices, etc. Toujours dans la version pro. Importer, c'est tous les éléments que vous allez importer de l'extérieur, c'est-à-dire des éléments que vous avez sur votre ordinateur ou des éléments que vous avez trouvés sur d'autres sites et que vous souhaitez intégrer dans vos créations. Des photos, des logos, votre logo par exemple, vous l'apportez par là. Alors soit vous le trouvez directement dans votre fichier et vous le faites glisser sur votre Canva, il va se télécharger tout seul. Soit vous faites un copier, si c'est une image en ligne, et vous faites pareil, vous faites coller et elle va se charger tout seul. Sinon vous faites importer des fichiers ici. Il ouvre, alors là vous le voyez certainement pas, mais il ouvre ma fenêtre de documents, et puis je peux choisir le document que je veux mettre à l'intérieur. Et ensuite, tous mes documents sont référencés ici. J'ai mes images, j'ai mes vidéos, j'ai mes audios. Si je veux ouvrir par exemple cette image de chat, elle apparaît ici, et c'est moi qui l'ai importée, je ne l'ai pas trouvée sur Canva. C'est moi qui l'ai trouvée ailleurs, et qui l'ai ensuite balancée sur Canva. Je dis vraiment balancer parce qu'on peut le faire glisser dessus sans avoir à passer par là, ou sinon vous passez par cet onglet importer des fichiers, et vous le récupérez sur votre ordinateur. Donc ça c'est vraiment la façon très simple d'incorporer, d'intégrer des images qui ne sont pas sur Canva, ou votre logo, vos éléments personnels. L'onglet dessin, je m'y attarderai pas parce que c'est clairement, comme son nom l'indique, pour dessiner.
Donc vous pouvez choisir en fait le type de tracé que vous voulez. Clairement, ça peut faire vite très enfantin. J'en ai pas l'utilité et pour des documents professionnels, c'est assez rare. Donc je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Projet, on retrouve nos dossiers. Là, c'est pareil, c'est comme sur l'accueil. Je m'attarde pas non plus. Appli, ça peut être utile parce qu'il faut savoir qu'on peut ajouter des fonctionnalités sur Canva selon ce dont vous avez besoin. Moi, par exemple, je sais que j'utilise pas mal les emojis. De base, sur Canva, il n'y a pas en fait d'émoticônes, il n'y a pas le smiley, etc. Par contre, il y a une application qui permet de les intégrer. Donc, on tape emoji, et là, vous voyez emoji. Et en fait, quand vous avez téléchargé, quand vous avez utilisé une application, normalement, elle se met en dessous là. Et vous voyez que ça, c'est toutes les applications que moi j'utilise régulièrement. Parfois, elles disparaissent parce qu'on peut aussi les supprimer ici. Il faut les rechercher dans cet onglet application. Et ça me permet d'intégrer directement des smileys. Alors, c'est des smileys Canva, hein, c'est pas exactement les mêmes que sur votre téléphone, que sur Apple, etc. Mais ça fonctionne aussi très bien. Donc ça, c'est emoji. Vous pouvez regarder en fait tout type d'applications. Honnêtement, je suis pas familière avec tout ce qui existe. Il en existe toujours des nouvelles. Et peut-être regarder des choses qui vous intéressent. Moi, celles qui me sont utiles, donc on a Emoji, Brandfx, c'est pour des logos, Giphy, donc ça c'est pour les gifs. Si vous êtes aussi fan de gifs, nous on aime bien ajouter des gifs, notamment pour les présentations. Donc vous avez une application pour le faire, plutôt que charger votre gif sur internet et l'intégrer, l'importer via le bouton qu'on a vu là-haut. Ensuite, vous pouvez directement la trouver ici. Vous avez aussi par exemple Mockup. Alors Mockup, c'est quelque chose que nous on utilise, c'est pour mettre vos supports ou une image dans un faux environnement. Par exemple, une image de téléphone, une image d'ordinateur, une image même de t-shirt. Ça permet en fait de faire des maquettes. Mockup, c'est maquette. Et donc comme ça, de pouvoir mettre en scène, mettre en valeur ce que vous créez ou peut-être, si c'est un atelier en ligne, votre présentation. Parce que qu'est-ce que je fais? Je clique dessus. Hop. Ensuite, il faut que je l'intègre l'image. Donc là, on retrouve le même fond que sur les cadres. Je l'ai dit, quand vous avez ce type de fond, c'est que vous pouvez ajouter une image à l'intérieur. L'image, soit c'est vous qui l'avez faite et donc vous la trouvez sur votre ordinateur et vous la faites glisser, ou vous l'importez via le bouton importer ici. Sinon, je vais dans l'onglet photo, qu'on n'a pas encore vu, je tape une photo, il fonctionne exactement comme l'onglet éléments qu'on a vu plus haut, c'est juste qu'il n'y a que des photos, on a les mêmes filtres ici, et je peux choisir par exemple, je mets vraiment n'importe quoi, printemps, pourquoi pas, et je peux intégrer ma photo de printemps. Il charge. Et vous voyez que là, il m'a automatiquement intégré ma photo de printemps dans l'ordinateur, sans que moi j'ai besoin de faire les réglages, etc. Je peux aller plus loin si je clique dessus, modifier. Si jamais je trouve que l'image n'est pas bien placée, je peux choisir de l'afficher un petit peu différemment. Alors là, c'est plutôt bien fait, donc on verra pas de grosse différence. Mais vous voyez que là, il l'a complètement intégré. Si je fais réduire, on a des marges, parce qu'il a pas, en fait, il souhaite conserver l'entièreté de la photo, quitte à ne pas remplir complètement l'écran. Je peux l'aligner, etc. Là, on est sur des choses un peu plus anecdotiques selon vos besoins, mais sachez que ce genre de choses existe. Donc ça, c'est pour l'onglet Appli. Ce qui me permet de rester sur l'onglet Photo. Donc si je crée une nouvelle page, Photo. Donc on l'a vu, vous pouvez choisir vos photos ici, vous tapez votre nom, peut-être que vous trouvez dans les recommandations magiques des choses qui vous plaisent. Je clique dessus. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire avec ma photo? Alors, pareil que d'habitude, vous pouvez l'agrandir, toujours en diagonale pour garder les proportions, la couper en termes de taille. Et là, vous vous dites, ah, mais je veux qu'elle soit comme ça, mais je veux voir la dame. Eh bien, je peux, hop, je double-clique et je peux la déplacer. Donc ça, je peux faire ça comme je veux, je peux zoomer, toujours, ça me plaît pas, je peux la réduire, hop. Donc comme ça, vous pouvez travailler plus facilement pour vraiment avoir la photo que vous souhaitez. Donc ça, c'est pour recadrer, c'est pour dimensionner. Vous avez aussi retourner. Vous pouvez retourner horizontalement et verticalement, c'est l'effet miroir. Je veux plutôt que ce soit dans l'autre sens, plutôt que ce soit dans ce sens-ci. Donc ça peut être parfois utile. Je peux mettre un contour à mon image, épaisseur de la bordure, arrondir les angles ou non, peut-être plutôt comme ça, et puis ensuite choisir la couleur. Pourquoi pas? Moi, ça m'intéresse pas ici, donc je n'ai pas de bordure. Et je veux pas arrondir les angles. Parce que vous pouvez arrondir les angles sans bordure, hein, donc ça arrondit les angles de votre photo. Ça peut être aussi intéressant selon ce que vous recherchez à faire. Animer, c'est tout comme tout à l'heure pour les textes, on peut avoir exactement les mêmes animations. Par exemple, un balayage, on va pas s'attarder dessus ici. Supprimer l'animation. Par contre, je peux modifier une photo. Alors modifier une photo, je peux pas changer les couleurs, etc. comme d'autres éléments, mais si je clique sur modifier, il me propose plein de choses. Là, c'est pareil, je m'y attarderai pas. Vous avez différents types de filtres. Par exemple celui-ci, qui change un petit peu la colorimétrie de la photo. Moi personnellement, je suis assez
pour des photos qui restent simples et naturelles. Je ne suis pas très fan de ce genre de modification trop marquée, mais vous avez par exemple effacer l'arrière-plan. Ça c'est le studio magique, tout ce qui est ici en fait, hein, ce sont des fonctionnalités professionnelles et ce sont ce genre de fonctionnalités qui peuvent vraiment passer Canva au niveau supérieur. Je clique dessus, il va normalement supprimer tout le fond. En plus, vous voyez, il fait ça très rapidement. La photo est un peu particulière, donc le rendu est pas hyper fou. Selon ce que vous allez trouver comme photo, ça sera beaucoup mieux. Je trouve qu'il s'en sort pas trop mal. Et puis même s'il a fait des bêtises, je peux ensuite aller rectifier à la main. En restaurant, par exemple, finalement, je voulais garder cette partie-là de ma photo et je peux restaurer. Alors là, ça, c'est pas très pertinent, mais sur des photos, parfois, sans faire exprès, il va supprimer par exemple une partie des cheveux. Donc je vais pouvoir remettre un petit peu les cheveux. Et je retourne en arrière et lui, il enregistre ma photo telle qu'elle est. Là, ça ne nous sert pas à grand chose. Si on met une autre photo, par exemple plutôt celle-ci, il y a vraiment pas mal de réglages comme celui-ci. Alors par exemple, gomme magique, vous allez pouvoir normalement avec l'intelligence artificielle réussir à effacer des choses qui vous dérangent sur une photo. Par exemple, quelqu'un, lui, il va essayer de regarder ce qui est autour et de compléter la photo en la corrigeant. Voilà, il faut tester un petit peu ce qui vous intéresse. Édition magique avec l'IA, vous lui demandez de changer un élément de la photo, il le fait plus ou moins correctement pour l'instant, à tester. Et puis vous avez d'autres types d'effets. Un effet qui peut être utile, ça peut être l'effet flou, pour flouter une photo. L'effet ombre, qui vous permet de faire comme si votre image avait été déposée, par exemple. Vous voyez, il y a une ombre qui s'est glissée, et je peux ensuite choisir l'angle, la couleur, et faire plus ou moins de réglages. Et on a vraiment l'impression qu'il y a une profondeur. Donc ça, c'est un autre type de réglage. Et puis d'autres réglages, si on reprend encore une autre photo, par exemple celle-ci, je la réduis, modifier, on a ici ajuster. Et donc ajuster, c'est vraiment les réglages filtres des photos que vous pouvez trouver sur votre téléphone ou sur d'autres applications. La température, la teinte, la luminosité, si je trouve que c'est trop clair, je peux descendre. Le contraste, les ombres, la brillance, les couleurs, saturation, ou je veux en noir et blanc. C'est ici que vous allez pouvoir régler tout ça. Et il y a une nouvelle fonctionnalité relativement récente sur Canva qui me permet de changer une couleur. Alors c'est pas exactement ça, dans le sens où ça fonctionne pas encore parfaitement, mais si je changeais un peu une teinte de cette couleur, qui est la couleur majoritaire sur mon document, vous voyez, je peux comme ça changer. Alors là, comme j'ai une couleur qui est très monochrome quasiment, il n'y a qu'un ton de couleur, ça change tout. Vous avez des photos, s'il y a vraiment une seule chose qui est rouge, si vous changez le rouge, ça changera normalement que l'élément qui est rouge, et pas toute la photo comme ça le fait ici. Vous pouvez même ajuster automatiquement, et là il propose un ajustement, que personnellement je n'aime pas, mais vous voyez, pourquoi pas tester. Et puis enfin, dernier réglage dans les images, rogner, qui vous permet de choisir la taille de votre image. On n'est pas obligé de passer par là pour le faire, je vous ai montré au début quand vous redimensionnez que vous pouvez le faire, mais vous pouvez aussi passer par ici, et puis ensuite venir déplacer, placer votre image comme vous le souhaitez dans un carré, ou dans un format plus 16/9, ou libre. Donc là, libre, c'est vraiment vous qui déterminez la taille de votre écran, et quand vous êtes content, terminé. Et vous avez votre photo. Voilà un petit peu pour tout ce qui est photo. Vidéo, ça fonctionne de la même façon, on va pas s'y arrêter. Juste, si je reviens sur les éléments graphique pour terminer cette barre du dessus là qu'on a vu. Si je reprends, on va rester sur notre lotus pratique, afficher tout, voilà, si je me dis celui-ci me plaît bien, vous voyez que comme je vous dis tout à l'heure, pour certains éléments vous allez pouvoir changer la couleur, pour d'autres non. Comment vous le savez, c'est simple, il y a l'onglet couleur qui s'ouvre là-haut, je clique dessus, je peux changer la couleur de mon élément graphique, comme celui-ci. Autre chose intéressante à savoir pour les couleurs, c'est que je peux récupérer la couleur d'un autre élément. Vous voyez que j'ai une petite pipette ici. Choisir une couleur du design. Si là je me dis celui-ci, je veux qu'il soit exactement de la même couleur que ça. Alors soit je clique là-dessus et je me dis bah c'est celui-là, donc je peux ensuite, hop, je redescends, hop, et je sais que c'est celui-ci. Ça c'est le plus facile. Parfois c'est plutôt parce que je vais récupérer la couleur d'une photo et je sais pas exactement la couleur que c'est. Donc si je remonte pour que vous voyez mieux, non, je vais plutôt mettre une photo. Hop, par exemple celle-ci. Si je me dis je veux que ce soit de la même couleur que ce pantalon, je clique sur l'image, enfin sur la couleur ici, je choisis ma pipette et je mets la pipette au niveau de la couleur du pantalon et automatiquement il a identifié la couleur et il m'a changé mon élément pour que ce soit de la même couleur que le pantalon. Ça fonctionne pour tout. Pour des éléments graphiques, ça fonctionne pour du texte, vous pouvez changer ainsi les couleurs et identifier les couleurs d'autres éléments du design pour les récupérer. Vous pouvez aussi copier simplement le code toujours X et ensuite l'indiquer par exemple sur le texte. Donc voilà un petit peu pour les couleurs. Si je retourne sur mon élément graphique, que je clique sur modifier, vous voyez qu'on n'a pas les mêmes possibilités que sur une image. C'est normal. Encore une fois, selon l'élément que vous allez sélectionner, vous n'aurez pas toujours les mêmes réglages. Et selon aussi l'élément que vous avez choisi, on l'avait vu avec un autre élément là-haut, c'est considéré comme une photo.
parce que ça peut pas, vous pouvez pas en changer les couleurs, vous pouvez pas en changer grand chose. Ça, c'est considéré comme une image. Vous pouvez en choisir la couleur. Ça va être aussi une image parce que la personne, c'est un autre type en fait de création graphique derrière. La personne vous permet de changer ses couleurs. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus et vous avez en fait complètement la main sur le design du sac ici. Donc ça peut être hyper pratique. Si je clique sur modifier l'image, vous avez ensuite différentes possibilités, d'autres réglages de couleurs, le Smart Mockup, donc les maquettes qu'on a vues juste avant, et à vous ensuite de trouver ce qui vous intéresse le plus. Dernier réglage de cette barre de menu que je voulais vous montrer, ça va être l'opacité, la transparence. Ici, vous avez, alors normalement il me semble que c'est dans la version payante uniquement, l'option pour changer la transparence, donc l'opacité de votre élément, pour le rendre plus ou moins transparent. Ça peut être intéressant si vous voulez mettre du texte ou par exemple quelque chose qu'on fait souvent, c'est qu'on va mettre un élément comme celui-ci transparent devant une image pour pouvoir écrire dessus. Je vous fais l'exemple. Si je me dis j'ai envie d'écrire du texte sur cette image, si j'écris du texte tel quel sur l'image, il y a de grandes chances que ce soit pas lisible. Je vais décaler mon texte ici. Bon, voilà, c'est pas trop mal, mais vous voyez que on va annuler l'effet. Plutôt là, la forme 0. Hop, comme ça il est droit. Vous voyez que si j'essaye de lire là, c'est pas incroyable en termes de lisibilité. Ce que je peux faire, c'est pour faciliter la lecture, je me dis, je vais mettre un filtre par-dessus. Je vais dans mes éléments, je choisis une forme. En l'occurrence, on va prendre un rectangle que je vais positionner par-dessus. Hop, ça on verra comment verrouiller ensuite les éléments. Mais je positionne ma forme par-dessus. Et ensuite, je peux baisser la transparence. Donc ça me permet de revoir mon image en dessous, tout en mettant un filtre qui peut rendre plus visible le texte. Imaginons que là, je vais mettre un texte en noir. Vous voyez que c'est plus lisible, ou en tout cas, c'est moins complexe. Ça ne fonctionne pas parfaitement dans sur cet exemple, c'est pas forcément pertinent, mais c'est plutôt pour vous montrer ce qu'il est possible de faire, et ça peut être très utile. Je vois trop souvent des textes écrits sur des images, et c'est pas lisible. Ajouter ce type de filtre devant, ça peut être pratique. Donc vous mettez une forme, vous choisissez la couleur de votre forme, ça va impacter, plutôt ici, ça va impacter la couleur ensuite du filtre, vous voyez, celle qui correspond le mieux à ce que vous voulez, et ensuite vous écrivez votre texte par-dessus. Et ça permet en fait aussi de donner plus de force au texte qui ressort plus, plutôt que de distraire l'œil avec l'image derrière. L'image là devient plus secondaire, plus douce. Une autre façon de faire aussi, si je supprime cette forme, hop, je la supprime avec mon clavier, c'est aussi de baisser directement la transparence de l'image. Ça vous pouvez faire. Mais bon, selon ce que vous avez derrière, ça peut ou non fonctionner. Mais là, vous voyez, l'image est beaucoup plus discrète et mon texte est beaucoup plus lisible. Autre chose avec les formes d'ailleurs, petit détail, si jamais vous vous rendez compte là que finalement vous ne vouliez pas d'arrondi, vous pouvez changer directement ici la forme, passer en carré, en rond, ce que vous voulez. Parce que dans une forme, si je double-clique, je peux écrire. C'est possible que vous commenciez à écrire, là je suis en italique et en majuscule, mais si je me remets normal, vous commencez à écrire et vous dites « Oh finalement, je préfère changer de forme », n'allez pas forcément recréer une forme, copier-coller, alors que vous pouvez directement la changer ici, et je choisis la forme que je veux, et mon texte reste dedans. Donc ça c'est quand même bien pratique. Je peux aussi choisir toujours l'épaisseur de la bordure. Vous voyez que les réglages sont un petit peu les mêmes partout, et la couleur de la bordure, par exemple. Donc ça peut être très pratique. L'utilisation de ces formes, c'est hyper intéressant pour structurer vos contenus. En fait, vous voyez qu'on utilise souvent un carré, un rond, ou en tout cas souvent des carrés, des rectangles, pour faire des blocs de texte et pour ainsi hiérarchiser l'information. Si on repart sur le modèle du début, en fait, qu'est-ce qu'on a là? On a une feuille blanche et puis on a été mettre un bloc. Ça, c'est une forme, vous voyez? Forme. Donc c'est quelqu'un qui a mis un carré et puis ensuite qu'il a étendu pour que ça fasse un bloc, et ça permet de segmenter. On a une section de texte qui est ici et on a une autre section de texte qui est ici. Et donc on différencie l'information, la lecture est facilitée. Ça en bas, si je clique dessus, alors là j'ai l'impression que c'est un élément graphique, ça aurait pu être une forme. C'est-à-dire que si je clique là, normalement ce type de forme elle existe. Vous voyez, elle est... Alors soit je peux choisir ça et je cache en fait l'autre côté. Vous voyez que si on le met au-dessus, ça fonctionne exactement de la même façon. Hein. Je le mets comme ça, je l'étends un petit peu, et on a quelque chose d'assez similaire, et là on a une forme que je peux changer. Soit il y a peut-être celui-ci, qui ressemble un petit peu. Donc là, à vous de trouver ce qui vous plaît. Là, la personne a en fait trouvé un élément graphique. Je pense qu'elle a tapé dans élément arrondi ou cercle, elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Mais vous voyez que ça, c'est une forme. Ça aussi, c'est une forme. Et là, la personne, pour la rendre transparente, elle a juste pas choisi de couleur. Donc vous avez toujours la possibilité pour des formes, hein. Même ce bloc-ci, vous voyez, j'ai la possibilité ici, aucune couleur. Par contre, je vais mettre un contour. Et comme ça, vous avez juste la ligne ou le contour de votre élément graphique. C'est ce qui a été fait ici.
Donc tout ça pour dire que sur vos documents, pour structurer l'information, n'hésitez pas à créer des blocs. Si on reprend les designs, les modèles, on va voir que partout, peut-être pas dans Utiliser récemment, plutôt dans ce qu'il nous propose à lui, partout on a l'utilisation de blocs. Vous voyez là c'est des blocs. Est-ce qu'on a un document un peu plus... si je remets flyer, on peut toujours être dans flyer bien-être, hein, pourquoi pas. Si je descends, là par exemple celui-ci, on va faire ajouter en tant qu'une nouvelle page. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai? J'ai une image et là j'ai un bloc, donc c'est un bloc de texte. Il y a même une transparence, si je clique dessus, on voit transparence 95, je le devine parce que je peux voir un petit peu à travers les bords de l'image. Pareil, il en devine un petit peu, donc il y a une transparence. Ça c'est un autre bloc, c'est une forme, un rectangle. Et puis ça c'est d'autres blocs, et tout le flyer est construit de cette façon. Là on a des éléments graphiques qui ont donc été trouvés dans cet onglet éléments. Là pareil, les feuilles ont été trouvées dans l'onglet éléments. Si je tape feuilles, je vais dans illustration et je peux trouver différents types de feuilles. Je peux mettre plus de détails jusqu'à trouver quelque chose qui corresponde à ce que je souhaite. Mais on voit que c'est un petit peu similaire. C'est clairement ici que ça a été trouvé. Et l'image, certainement, dans photo en bas. Ce qui m'amène à deux fonctionnalités et deux points très importants dans la mise en page. À partir du moment où vous créez donc un support, ici un flyer, mais ça peut être encore une fois un post Instagram, une présentation type PowerPoint, peu importe. Vous avez deux fonctionnalités donc essentielles. La première, ça va être pour aligner vos éléments, pour vous assurer que tout est bien aligné et pour vous assurer aussi que vous ne soyez pas trop près des bords. Ça doit être imprimé, il est important qu'il y ait une marge de sécurité pour ne pas potentiellement que ça passe, que ça soit coupé à l'impression. Donc par exemple, ce que vous pouvez faire, déjà, c'est dans l'onglet Fichier. Je vous ai dit qu'on y reviendrait. On ne parle pas de grand-chose, mais il y a paramètres d'affichage. Et vous pouvez, par exemple, mettre les marges. Donc, vous voyez que ça vous ajoute des marges tout du long. Alors, c'est un peu large comme marge, mais ça peut vous permettre d'aligner des choses dessus. Moi, je trouve que ça peut être pratique. Sur certains supports, je l'utilise pas mal. Paramètres d'affichage, vous avez aussi, normalement, les repères, les règles et les repères, mais on peut mettre. Donc là, vous voyez que sur le côté, on a des règles qui se sont affichées. Et pareil, pour aligner, pour vraiment pouvoir maîtriser les différentes distances, ça peut être intéressant. On va vraiment chercher à aligner et à calculer les distances, c'est pas toujours utile. C'est surtout utile pour des supports à imprimer, parce que là, c'est vraiment important que ce soit bien aligné. Mais sinon, c'est bon de savoir que ça existe, ça peut quand même aider à construire le support. Et puis surtout, ce qui est très utile, ça va être la fonctionnalité position des différents éléments. Donc ça, je vous explique, je clique dessus. J'ai toujours position là-haut. Je clique sur mon texte, position. Je clique là, position. Alors, la position, elle se fait de deux façons. Elle se fait sur plat, c'est-à-dire je veux la centrer horizontalement, verticalement par exemple, mais elle se fait aussi en profondeur. C'est-à-dire, est-ce que je veux que mon élément soit devant le reste ou est-ce que je veux qu'il soit derrière le reste? Là, on voit que la photo, elle est derrière le bloc. En fait, c'est un système de calque, c'est-à-dire qu'on a différents calques qui viennent se superposer et on veut pouvoir choisir lequel on voit en premier et lequel est plutôt derrière. Donc comment je fais ça? Je clique sur position et là j'ai toute une fenêtre qui s'ouvre et qui me permet plein de choses différentes. À savoir que toutes ces fonctionnalités, vous pouvez aussi y accéder en faisant juste clic droit sur votre élément, image, texte, ce que vous voulez, et vous avez ces deux réglages ici. Donc aligner sur la page, centre, machin, etc. C'est exactement ce qu'on a ici. Et puis le calque, là, c'est exactement ce qu'on a là. Moi, pour l'exercice, pour que ce soit plus visuel, on va regarder plutôt sur le panel de gauche. Donc je clique sur position. Je peux donc choisir haut. Vous voyez que là, il l'a mis en haut de mon document. Je peux choisir au centre. Là, il l'a mis au centre de mon document. Et je peux à la fois choisir le réglage donc plutôt vertical et le réglage plutôt horizontal. Là, on est au centre, centre. Là, on est haut et peut-être plutôt à gauche. Et vous pouvez ainsi choisir l'alignement de vos différents éléments comme ça. Donc celui-ci, je pense qu'il sortait un petit peu. Mais hop, si je le mettais comme ça, là, effectivement, je veux bien qu'il soit aligné en haut et à gauche, ce qui est déjà le cas. Dans ce panel, vous pouvez même aller plus loin, vraiment en choisissant les mesures exactes de votre document, la position exacte de votre document. L'axe X, c'est donc à l'horizontale, l'axe Y, c'est à la verticale. Là, comme on est 0, 0, parce qu'on est en coin gauche, mais si je mettais par exemple ici 10 cm en Y, il va normalement le descendre. Vous voyez, il va descendu de 10 cm. Donc là, c'est vraiment plus avancé, c'est très rare qu'on ait à utiliser ce genre de réglage. Donc ça, c'est pour l'alignement sur le plat, on va dire, sur la surface, où est-ce que je veux qu'il soit. Maintenant, en termes de profondeur, c'est-à-dire, est-ce que je veux que cet élément soit en arrière-plan, ce qui est déjà le cas, c'est pourquoi je ne peux pas le choisir. Je peux être aussi en avant-plan. Et là, vous voyez qu'il passe devant. Ça peut arriver si vous créez d'abord votre texte, que vous intégrez une image, et elle passe devant tout le reste que vous avez créé avant, et en fait, ça vous embête parce qu'on voit plus ce que vous avez écrit. Donc là, vous faites clic droit, calque, et je le mets bien
mettre à l'arrière-plan. Il y a même un raccourci ici qui est indiqué, hein, et si je le fais à la main, ça donne ça. Et donc c'est la même chose que si j'étais dans position, calque, avant, avant-plan, hop, par exemple, arrière-plan. Et la différence entre avant-plan et avant il va juste le faire avancer d'un rang. En fait, dans l'onglet calque, ici, on se rend compte de tous les éléments qui sont sur le document et de leur position relative par rapport aux autres. Donc on voit que là, l'image est en tout dernier. Si je fais juste avant, elle va passer devant, simplement, le bloc blanc qui est ici. Donc en fait, le texte, on le voit encore un petit peu, est resté devant. Par contre, l'image est passée devant le bloc blanc. Et je peux avoir la maîtrise comme ça de mes différents calques dans cet onglet. Et donc si j'appuie simplement sur avant et pas avant-plan, elle passe juste automatiquement un niveau au-dessus. Donc elle est bien passée au-dessus du bloc blanc, mais pas du reste. Si par contre je fais juste arrière, elle passe juste un niveau en dessous, donc là elle est repartie là. C'est comme ça que tout votre document est construit avec ces différents calques et différents donc niveaux, et à vous ensuite de pouvoir venir choisir. Donc là pareil, si c'est un peu flou pour vous, allez tester, prenez un modèle et regardez comment il a été construit, ça pourra vous aider pour construire ensuite le vôtre et comprendre comment ça fonctionne. Autre fonctionnalité intéressante, là on est vraiment sur des choses un peu plus avancées, mais qui sont relativement utiles, ça va être par exemple de verrouiller un élément sur le Canva, sur le plan de travail. Si je clique ici, en fait on peut le voir, si jamais vous voulez modifier ou bouger des choses, je me dis bah voilà, j'aimerais bien modifier, enfin déplacer tous ces éléments-là. Donc ils sont pas groupés, tant mieux, et donc j'ai envie de tous les sélectionner. Qu'est-ce qui se passe? J'ai sélectionné l'image en même temps, donc ça m'embête parce que c'est-à-dire que si je veux le mettre ici, il faut que je le ravance, et il faut qu'ensuite je remette l'image, etc. Si je me dis, je retourne en arrière, je me dis, j'ai envie juste de bouger ça, l'image elle est très bien là où elle est, j'ai pas envie d'y toucher. Je clique dessus, et là j'ai un petit bouton en fait, verrouiller uniquement la position. Je clique. Et là, qu'est-ce qui se passe? Si je sélectionne, cette image ne bougera plus. Et je peux déplacer sans en fait bouger l'image. Et même si je passe dessus, j'essaie de la bouger, il se passe absolument rien parce que c'est verrouillé. Et si je veux la déverrouiller, je clique dessus, hop, je clique une première fois, ça peut changer la position, mais je vais plutôt la déverrouiller en cliquant ici. Et je peux aussi le faire de façon rapide, en clic droit, verrouiller, verrouiller, hop. Et vous voyez que là, pareil, je ne peux toujours pas y toucher. Et je peux faire ça avec tout. Donc ça peut me permettre de bouger certains éléments sans toucher aux autres. Donc ça, c'est une fonctionnalité intéressante. Autre fonctionnalité intéressante, c'est le redimensionnement. C'est-à-dire que vous pouvez changer le format de votre document. Là, c'est toujours dans la version pro uniquement, mais ça, c'est très utile si jamais vous faites un support au format A5, et puis qu'un jour, vous dites, en fait, je vais l'infirmer au format A4. C'est mieux, j'ai plus de texte à mettre, j'ai besoin que ce soit plus grand, ou le format qui m'est demandé, c'est du A4. J'ai pas envie de tout refaire, parce que vous pourriez très bien faire un copier-coller de vos différents éléments, ouvrir un autre document, ce que vous ferez avec la version gratuite dans tous les cas, et ensuite à redimensionner les différentes choses. Là, ce que vous pouvez faire, c'est vous dire, là c'est un A5, je vais dans Transformation magique, il y a pas mal de choses, on verra pas tout, et je vais dans Redimensionner. Soit je choisis une taille qui me propose déjà, soit je dis Dimension personnalisée. Je peux aussi directement choisir un support. C'est très pratique pour les réseaux sociaux, parce que je vous le disais au départ, LinkedIn, Facebook, Instagram n'ont pas les mêmes dimensions. Donc idéalement, vous faites un support pour Instagram, même si vous voulez publier sur les autres réseaux, redimensionnez-le d'abord pour qu'il soit à la au bon format pour Instagram, enfin pour LinkedIn ou Facebook par exemple. Donc je clique dessus, je peux faire dimension personnalisée, on va plutôt aller dans impression, c'est un A4 que j'aimerais. Donc si je remonte, j'ai A4. Sinon vous tapez, en fait vous regardez sur internet le format que vous souhaitez en termes de centimètres et vous le tapez directement. Là j'ai pu trouver A4, je fais poursuivre. Donc je laisse un petit peu réfléchir. Et là, il me propose deux options. Soit il copie et il redimensionne, c'est-à-dire qu'il garde ce document-ci et il en crée un autre d'un autre format. Soit il redimensionne ce design-ci. Donc là, je vais perdre ce format-là et je vais avoir uniquement le nouveau format. Donc ça dépend ce que vous voulez faire. Si c'est pour créer une autre version, je vais faire copier et redimensionner. Si c'est parce que je me suis trompé de format de base et que j'ai même pas besoin de celui-ci, je vais plutôt faire redimensionner ce design, ce que je vais faire ici. Hop, et là, vous voyez, il est en train de me le transformer. Et on voit quasiment pas la différence. Alors forcément un petit peu parce que il a dû modifier des éléments, et là pourtant je suis en format 2 fois plus grand, et j'ai eu rien à faire. J'ai absolument rien à faire. Je pense que si je regarde rapidement, c'est correct, et je peux quasiment le lancer en impression comme ça. Donc c'est quand même très pratique, un gain de temps appréciable. Autre fonctionnalité dont je n'ai pas parlé, de façon très simple, vous avez un onglet ici, notes. Donc sur chacune des pages ou slides, vous pouvez noter des notes. Ça peut être intéressant pour vous si vous présentez quelque chose. Vous pouvez aussi mettre des commentaires, soit sur la page. Donc là, je suis sur la page 2, je mets un commentaire. Je peux le mettre pour moi, ou je peux, si je travaille avec quelqu'un, mentionner une personne. Et donc là, vous voyez que j'ai Colline, moi, qui se présente, parce qu'on travaille à deux sur ce dossier. Et puis, vous pouvez aussi
commenter sur quelque chose de particulier. Je peux cliquer uniquement là-dessus et commenter. Et donc le commentaire sera vraiment attaché à ce texte. Ça peut être utile aussi. Autre fonctionnalité qu'on va voir assez rapidement, mais très très utile, on l'a vu tout au début, vous pouvez grouper les éléments. Et donc ça peut être très pratique pour éviter d'avoir à modifier tout comme ça à la main. Si vous vous souvenez, au départ, tout était groupé. Est-ce que sur le modèle que j'ai récupéré, celui-ci, on a des groupes ? Non, mais on va le faire par exemple ici. Là, c'est pareil. Je vous ai dit tout à l'heure, si jamais je veux modifier, je veux déplacer ce bandeau, je suis obligée de tout sélectionner et d'aller le déplacer. En plus, là, on a verrouillé derrière, donc c'est parfait, ça ne bouge pas. Mais peut-être que pour gagner du temps, j'aimerais ne pas avoir à tout sélectionner à chaque fois et être sûr que ça ne bouge plus. Parce que le risque, c'est quand on sélectionne, on oublie quelque chose, ou si je bouge un peu ça, le reste ne bouge pas, ça m'embête. Si je veux que tout soit ensemble figé, je vais le grouper. Donc comment je fais ? Je sélectionne tout, et là, vous voyez, grouper, où il y a aussi le CTRL G sur le clavier pour aller plus vite. Je clique, et là, je n'ai plus qu'un seul élément. Vous voyez, je ne peux plus modifier, bouger tout seul, enfin un élément tout seul. Et si finalement je veux refaire des modifications, je fais dégrouper, ou aussi clic droit, j'ai groupé, clic droit, dégrouper, et je peux redimensionner, rebouger les éléments à l'intérieur. De cette façon, vous pouvez modifier relativement facilement votre mise en page, vous grouper, vous déplacer, etc. Plus rien ne bouge. Là, c'est pareil, hein, si je veux être sûr que ça ne bouge pas, je fais un groupe. Et comme ça, vous voyez que je peux tout bouger d'un coup. J'aurais même pu prendre ce qu'il y avait en dessous. Et ça peut être beaucoup plus simple, éviter de faire des bêtises ou d'avoir des choses qui ne sont plus alignées, etc. Ce qui me fait penser qu'en termes d'alignement, je vous ai montré comment aligner les choses par rapport à la page dans son entièreté. Je peux aussi aligner les choses entre elles. C'est-à-dire que là, j'ai mes deux éléments, on va dégrouper. Si de base, j'avais mis mes textes comme ça, et je me dis effectivement, j'aimerais bien qu'ils soient centrés horizontalement. Alors je peux m'amuser à le faire à la main. Je vais essayer de mettre ça là, essayer de voir, ouais, bon là c'est pas trop mal. Pour me faciliter la tâche, je sélectionne les deux. Donc pour sélectionner deux choses à la fois, j'ai un élément sélectionné, j'appuie sur ma touche Shift et je sélectionne l'autre. Là j'ai mes deux éléments qui sont sélectionnés. Ou je peux sélectionner comme ça, hein. C'est juste que ça sélectionne aussi ce qu'il y a derrière. Ça peut être plus ou moins embêtant selon ce que vous souhaitez faire. Je vais dans Position, le même bouton que tout à l'heure, et je clique sur Centre. Et vous voyez que là, il a centré le tout, les différents éléments entre eux. Je vais refaire l'exemple sans celui-ci, on verra peut-être mieux. On va le laisser derrière, on va le verrouiller, tiens. On va le verrouiller ici. Voilà, comme ça, il n'y a que ça qui bouge. Donc je disais, si jamais j'ai ça là, je sélectionne les deux, je clique sur Centre, et vous voyez, les deux ont été centrés entre eux, pas par rapport à la page. Là, on n'est pas au centre de la page, parce que j'ai demandé uniquement, en sélectionnant ces deux éléments, que ce soit ces deux éléments qui soient centrés entre eux. Si maintenant je veux que ce soit centré par rapport à la page, je groupe, ce n'est plus qu'un seul élément, et là je centre. C'est ici plutôt. Donc là, c'est centré. Et c'est pareil pour tout. Si je choisis ces deux éléments-ci, si je les centre, ils vont se passer les uns sur les autres, forcément, parce qu'ils sont centrés l'un par rapport à l'autre. Par contre, si je fais ça comme ça, on va dire c'est l'espacement dont j'ai envie, je sélectionne tous les deux, je peux les aligner verticalement, là c'était déjà fait, mais pour vous montrer, je peux dire, je veux que ce soit aligné verticalement, là ils sont vraiment sur la même ligne, je les groupe, et ensuite je les mets au centre. Et donc on gagne un temps fou, parce que l'alignement sur Canva, ça peut être un peu long sinon, et pourtant c'est ce qui fait aussi qu'un support est professionnel, et que ce soit agréable à lire et à regarder. Donc ça c'est un autre point très important. Voilà un petit peu pour tout ça, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer. Il n'y a plus que deux points que j'aimerais aborder, l'intelligence artificielle rapidement, parce que c'est assez nouveau sur Canva, juste pour vous montrer un peu la direction que ça prend, et puis comment vous exportez ensuite vos documents, que ce soit pour l'impression, ou que ce soit pour des autres types de supports, il y a différents réglages. Donc juste pour commencer, tout ce qui est intelligence artificielle. En fait, si vous allez sur Canva, vous allez forcément être amené à vouloir y toucher parce qu'il vous le propose tout le temps. Quand est-ce qu'il vous le propose ? Par exemple, si je retrouve mon texte ici, on va mettre un texte vraiment bête, il fait beau aujourd'hui. Déjà, une intelligence artificielle au niveau du texte, parce que je clique dessus, écriture magique. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est l'intelligence artificielle, je clique, il peut corriger mes fautes, il peut ajouter un peu de fantaisie, être plus formel, plus amusant. Si par exemple je demande d'être plus amusant, on clique,
Hop, il propose autre chose. Ou non, mais ça peut vous donner des alternatives. Personnellement, je l'utilise pas, je trouve qu'il y a d'autres outils, typiquement ChatGPT, pour vous aider à faire ce genre de choses, mais il propose des alternatives. Si vous n'êtes pas inspiré, si vous avez envie d'avoir un peu d'aide pour reformuler une accroche, reformuler un titre, ou même un texte, parce qu'il vous propose aussi de résumer ou de reformuler le texte, pourquoi pas essayer. Vous n'avez rien à perdre, ça peut être pertinent. On peut faire à peu près la même chose avec des photos. Donc si je fais ajouter une page, qu'est-ce que j'ai en termes d'intelligence artificielle sur la photo? Je vais dans Photos. Ce qu'il me propose ici, pas forcément, il le considère plutôt en élément. Donc je vais dans éléments, générateur d'images par l'intelligence artificielle. Je peux générer la mienne, je note ce que j'ai envie de noter. Là on a une femme, si je vais essayer de reproduire quelque chose comme ça, je peux mettre une en position de yoga dans un jardin. Et là, il va nous proposer des choses. Alors personnellement, je le trouve beaucoup plus efficace, beaucoup plus pertinente dans le cadre d'images non réalistes, donc d'illustrations. Il est très fort, hein. Il peut faire des super belles illustrations, vous donner un style, même des peintures, etc. Parfois, en termes de photos, c'est pas toujours top, parce qu'il peut faire des erreurs, il rajoute des bras, il rajoute des mains, mais ça va se développer. Là, vous voyez que si je clique dessus, on voit bien qu'il y a un problème au niveau de son bras. Donc c'est clairement la même deux mains. Vous voyez un petit peu ce que j'entends par pas optimal. Parfois, on peut avoir de bonnes surprises. À vous de tester si ça vous amuse. Bon là apparemment il n'a pas réussi. Certainement parce qu'il y a de la nudité. Voilà, il n'est pas encore vraiment top je trouve là-dessus, mais celle-ci est pas trop mauvaise, mais son pied rentre à l'intérieur. Par contre, si on demande quelque chose de beaucoup plus simple ou de moins réaliste, on peut avoir un ours blanc dans un supermarché. Peut-être qu'il nous faudra des choses un peu mieux. Moi, je trouve que c'est pas encore hyper adapté à un usage professionnel, c'est plus pour s'amuser ou pour des choses un peu plus enfantines ou des illustrations moins réalistes, mais bon, ça a vocation certainement à s'améliorer. Vous voyez que c'est pas trop mal par contre ici. Je clique là-dessus, l'idée il l'a compris, et ça fonctionne. Donc là, je trouve que c'est beaucoup plus adapté pour ce genre de choses surréalistes ou d'illustration, vous donner un style d'illustration, là il est vraiment bon. Par contre, pour des photos réalistes comme celle-ci, parce qu'en soi, je vais pas demander grand-chose, hein, je vais juste demander une femme en train de faire du yoga dans son jardin, ça va pas, on voit bien que ça fonctionne pas. Donc voilà, après, générer à nouveau si vous n'êtes pas content et que si vous souhaitez lui donner une chance, vous pouvez appuyer là-dessus. Donc ça, c'est pour les images, et vous pouvez aussi modifier des images qui existent déjà. Par exemple, celle-ci, c'est moi qui les ai générées. Si je télécharge une image, on va retourner là-dedans, recommandations magiques, hop, ici, et que je veux la modifier, on a vu ici que tout ça c'est de l'IA, donc c'est l'intelligence artificielle. À vous de regarder ce qui vous intéresse. Si j'ai envie de tester celui-ci, taille du pinceau, donc la partie de la photo que je modifiais, si on va mettre celle-ci, continuer, et il me demande ce que je veux ajouter, ce que je veux modifier. On va faire un truc pas trop compliqué. On fait générer. Et là c'est pareil, parfois c'est assez mauvais, et parfois ça fonctionne, donc pourquoi pas tester. Moi je trouve que c'est honnêtement, je trouve que c'est vraiment de la fantaisie, et c'est pas utile en fait dans le cadre de support professionnel. Donc voilà ce qu'il me propose, c'est assez réaliste, on pourrait y croire, hein, et puis on a différentes fonctionnalités. Donc pour des choses simples, comme ça peut marcher, même si on voit que là c'est pas, enfin ça dépasse, hein, c'est mal fait, mais de façon générale, je pense que si vous mettez ça sur un site ou quoi, personne se dira, ah bah c'est un faux tableau. Donc ça peut être sympa pour modifier certaines photos ou ajouter un peu de couleur à vos photos. Peut-être que celles que vous avez prises, elles sont un peu tristes, pourquoi pas tester. Ça je vous laisserai vous amuser de votre côté. Donc ça c'était l'intelligence artificielle, ce que j'avais envie de vous montrer rapidement. Et dernier point pour terminer ce tutoriel, ça va être l'export. C'est-à-dire que j'ai fini, je suis satisfaite de mon support, celui-ci par exemple, je veux le télécharger. Alors mon bouton télécharger, il est là-haut, partager. Quand je travaille sur un support papier, sur un support print, là comme c'est le cas, Flyer A4 maintenant, je peux imprimer. Quand je travaille sur un format site internet, un format digital, notamment site internet, je peux avoir un bouton publier. Là, ça va dépendre de ce que vous créez. Il faut savoir que Canva permet l'impression. Personnellement, on n'est jamais passé chez eux, on passe chez quelqu'un d'autre. Pourquoi pas tester? On a eu des retours, ça dépend vraiment de ce que vous imprimez. Ils sont plutôt rapides, pas très chers, ça peut se tester. Donc vous cliquez sur imprimer, et là, il va vous donner plein de détails pour choisir le papier, la finition, le prix, et vous pouvez choisir et ainsi imprimer vos documents et vous donner un aperçu. Ça peut être très facile et très rapide d'imprimer par Canva. Sinon, si je veux juste exporter mon document, je clique sur partager, et là, tous les réglages de partage et donc de téléchargement sont ici. Je peux soit le partager à quelqu'un, si je veux que quelqu'un aille mettre ses commentaires. Moi là, je suis toute seule sur le document. Si je veux inviter Colline à venir travailler avec moi, je fais plus,
et j'ajoute Colline, je mets son adresse email. Donc là, en l'occurrence, Colline est dans l'équipe Elona, donc je peux l'intégrer là-dedans, mais sinon je fais une adresse email, je mets l'adresse email de qui je veux. Par exemple, ici, Colline Richer, je choisis, je fais envoyer, elle va recevoir un email et ça donnera accès au document et elle pourra le modifier. Je peux aussi lui permettre simplement de le regarder sans le modifier. Je clique dessus, vous voyez la modification, je peux dire non, tu peux y accéder, mais tu peux regarder uniquement ou tu peux commenter uniquement, mais tu peux pas modifier. Ça peut être intéressant pour avoir un retour de quelqu'un sans que cette personne puisse toucher à ce que vous avez fait. Vous pouvez aussi obtenir un lien. C'est plus facile pour vous de le partager via un lien que par email. Voilà, vous choisissez copier le lien. Alors là, il est que pour vous. Vous vous dites bien, est-ce que c'est pour mon équipe? Si vous êtes tout seul, vous n'avez pas d'équipe. Là, c'est parce qu'on est deux. Mais sinon, quiconque ayant le lien. Donc là, ça permet bien à tout le monde à qui vous partagez le lien d'y accéder. Vous pouvez choisir modifier, afficher, commenter. Il va le voir dans l'espace Canva avec tout cet espace de travail. Si vous souhaitez par contre que quelqu'un voit votre document sans tout ça et que ce soit vraiment en consultation, ce qui est très pratique si vous avez une présentation de type PowerPoint ou une présentation voilà, que vous souhaitez partager au plus grand nombre lors d'un atelier ou quoi, vous avez ici lien de consultation. Et là par contre, j'ai bien un lien de consultation public et les personnes ne verront pas tout l'espace de travail, ils verront juste le document. Copier le lien de consultation publique. Donc là, il est bien là, je le recopie. Je peux le mettre dans mon navigateur. Là, vous voyez que j'ai un lien particulier. C'est-à-dire que c'est dans une visionneuse et je peux avoir les différentes slides, alors soit avec les flèches de mon clavier, soit avec le bouton ici, et voir ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, particulièrement joli. Mais et vous voyez d'ailleurs l'animation, hein, automatiquement là qui est restée, celle qu'on avait choisie tout à l'heure. Et je peux même mettre un avis en fait sur les différentes slides. Donc pour partager, même si vous souhaitez, comme je suis en train de faire maintenant, être en fait en train de faire une visio ou quelque chose du genre et de partager votre écran sans avoir tout le contour Canva, vous pouvez le faire avec ce lien public. Donc ça c'est pour le public. Et puis donc là il me dit bien attention c'est en ligne, hein, donc c'est publié. Je peux, il me semble, supprimer le lien en cliquant ici. Comme ça, les gens n'y ont plus accès. Et là, je n'ai plus publié. Et le bouton aussi, le plus utile pour récupérer vos dossiers, ça va être télécharger. Donc là, télécharger, vous pouvez choisir le format de votre fichier. Faites attention parce que là, typiquement, automatiquement, il me propose vidéo. Pourquoi il me propose vidéo? Parce qu'on a une animation plus bas. Et donc, que si je veux conserver mon animation, il faut que ce soit de la vidéo. Si je fais une image PDF, j'aurai pas d'animation. Mais moi, c'est pas très grave. Je peux faire PDF standard, par exemple. Donc là, il me dit bien attention, tout ce qui est vidéo, audio, animé, ça fonctionnera pas. Je peux aplatir le PDF, oui, c'est pour éviter certains problèmes d'affichage. J'en ai très rarement, moi je le fais pas, mais pourquoi pas. Inclure les commentaires, c'est très rare qu'on le veuille, à moins que ce soit pour un travail collaboratif. Et puis je peux choisir ensuite les pages que je veux exporter. Est-ce que je veux qu'il m'exporte toutes les pages, tout ce que j'ai fait, ou est-ce que en fait j'ai que cette page 2 qui m'intéresse? Donc je clique sur la page 2, c'est pas nécessaire, mais là je viens de le faire. Je peux choisir la page qui m'intéresse, page 2. Et moi, je trouve ça encore plus pratique, notamment quand vous avez beaucoup de fichiers. Nous, on a par exemple un fichier pour les posts Instagram. Il y a énormément maintenant de posts, même si on fait du nettoyage. Plutôt que de savoir le numéro de mon post, même si c'est écrit ici, quand il y en a beaucoup, c'est pas toujours facile de le retrouver. Je choisis un élément sur ma page, et comme ça, ensuite, je fais juste page actuelle. Et automatiquement, il sait sur quelle page je suis en train de travailler. Terminé. Et je fais télécharger. Et ça va l'enregistrer dans vos fichiers. Donc là, je ne vais pas forcément le faire, vous ne le verrez pas de toute façon. Je peux choisir ainsi mes différents formats. Pour tout ce qui va être impression, présentation, souvent on est sur des PDF. Par contre, pour tout ce qui est post de réseaux sociaux, on va plutôt être sur du JPEG. Et pour des éléments graphiques, que ce soit pour votre site internet ou ailleurs, on va plutôt être sur du PNG. Pourquoi? Parce que le JPEG est plus léger que le PNG et il est très pratique dans plein de situations, même si la qualité est un peu moins bonne, ça se voit assez rarement, surtout pas sur téléphone. Par contre, le PNG est très utile pour tout ce qui est transparence. C'est-à-dire que tout ce qui est en fond transparent, si vous voulez un fond transparent, il faudra un PNG et il faudra bien cliquer sur arrière-plan transparent. Vous pouvez aussi compresser le fichier. Vous perdez un petit peu en qualité, mais c'est largement, ça reste largement correct normalement. Ça vous permet d'avoir un fichier qui est moins lourd. Si vous souhaitez l'intégrer sur un site internet, par exemple, le poids de vos fichiers est hyper important pour l'optimisation de votre site en termes de vitesse, d'affichage des pages. Donc plus votre fichier est léger, mieux c'est. Il y a d'autres outils qui vous permettent de le faire. Canva permet de le faire nativement, donc c'est intégré à l'outil Canva. Ça peut être très pratique. Et puis vous avez comme autre support, SVG, ça c'est pareil que PNG, en un peu mieux, en plus léger, c'est vraiment un support adapté pour les sites internet, c'est indiqué, idéal pour la conception web et les animations. On peut aussi ici choisir en transparent. Vous avez aussi des gifs, vous avez des vidéos, ça dépend de ce que vous êtes en train de créer.
Et vous pouvez aussi choisir la taille de votre document. Là, par exemple, si je me rends compte que finalement, c'était quand même mieux un A5. Alors, moi, je vous conseillerais de faire transformation magique, de repartir sur un A5. Vous pouvez aussi lui mettre, il me semble, 0,5. Donc, on le voit là, mais on le voit aussi. Normalement, là, on est diminué par 2 la taille de document, donc on est sur un A5. Je ne conseille pas forcément de le faire comme ça sur du impression. Par contre, sur des documents plus classiques, digitaux, pourquoi pas. Quand on a des documents trop grands ou quand on n'a pas envie d'avoir plein de fichiers différents. Moi, je sais que par exemple, quand je travaille sur des sites internet, j'ai différents éléments et selon la taille de l'élément, j'ai pas envie d'avoir 5 dossiers, enfin 5 fichiers. Donc j'ai un seul fichier, mais je vais l'exporter à de tailles différentes en jouant ici plus ou moins grand. Donc ça peut être très pratique dans ce cas précis. Voilà un petit peu pour ça. Il ne vous reste plus qu'à télécharger et puis vous pouvez ensuite retourner sur l'accueil et vous retrouverez tous vos documents et tout ce que vous avez fait dans vos designs récents. Il est ici et si je reviens dans plus longtemps, je tape simplement tutoriel Canva. Je n'ai même pas besoin d'aller jusqu'au bout et il va me le sortir directement. Il est là et je peux cliquer dessus. Il me le rouvre et je peux reprendre là où j'en étais. Donc vous voyez que c'est quand même un outil très complet, la preuve étant que ce tutoriel est particulièrement long. Mais voilà, on a beaucoup de questions sur le sujet. La meilleure façon d'apprendre à utiliser Canva, c'est de pratiquer, tester. C'est normal que ça prenne du temps au départ, c'est normal que vous n'arriviez pas au résultat escompté peut-être la première fois. Retenez aussi, ça c'est un conseil peut-être très subjectif, mais vaut mieux de la simplicité et que ce soit clair que de vous embêter à faire des trucs hyper jolis. Parfois, il y a presque trop de choix. Sur Canva, trop de possibilités. On y passe des heures pour rien, ou on a des choses très très chargées. Honnêtement, visez le simple et ça fera très bien son travail. Inspirez-vous de modèles si c'est pertinent. Par exemple, dans les présentations, il y a de très beaux modèles. Par exemple, vous voyez la présentation de Brainstorming, c'est souvent assez professionnel. Vous pouvez regarder un petit peu ce qui se fait, mais restez simple et n'essayez pas forcément de rentrer absolument votre contenu dans un design qui ne correspond pas. Il faut souvent quand même assez le modifier. En espérant que ce tutoriel et cette vidéo un petit peu différente de d'habitude pourra vous être utile et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.